Eh bien, on parle maintenant de la Guinée. Le président Alpha Condé a fixé au 1er mars la tenue d'un référendum constitutionnel malgré l'intense contestation contre ce que l'opposition dénonce comme une manœuvre de sa part de briguer un troisième mandat en 2020. Lu sur les médias d'État, télévision et radio, le décret signé mardi par le chef de l'État guinéen Alpha Condé affirme qu'un référendum constitutionnel sera organisé le dimanche 1er mars 2020. Le corps électoral est convoqué le même jour pour les scrutins législatifs et référendaires. Ajoute le texte, lundi soir, un autre décret du chef de l'État avait annoncé que les élections législatives prévues le 16 février étaient reportées au 1er mars. David Jagbavi, il faut y voir un signe de frilosité de la part du régime d'Alpha Condé, fixer la date au 16 février et puis repousser cette date-là. On prend le pouls du terrain, on sent qu'il y a la pression qui monte. Il faut d'abord dire qu'il y a une première date qui a été fixée le 16 février, en décembre de l'année dernière, oui, avec la volonté de Condé de passer au référendum. Ça n'a pas pu avoir lieu. Après, il y a une seconde date qui a été proposée et la dernière qui a été proposée, fixée au 1er mars prochain pour les élections législatives. Ces signaux se multiplient tous les jours et ça fragilise un tout petit peu le pouvoir de Alpha Condé qui s'entête véritablement à foncer dans le mur avec son désir de modifier la Constitution. Pour certains observateurs, modification qui lui permettra de postuler ou d'aller encore à un troisième mandat, ce que rejette l'ensemble des formations politiques de l'opposition guinéenne. Et donc aujourd'hui, je pense quand même que Alpha Condé se retrouve dans une situation qui risque de lui échapper à tout moment si sa volonté de modifier la Constitution prend de l'ampleur. Et si cela se traduit aussi par le forcing qu'il voudra faire passer pour véritablement procéder à ce changement, à cette modification de constitution ou alors à l'organisation de ces élections législatives. La question qu'on se pose est de savoir si aujourd'hui la Guinée dispose de tous les moyens nécessaires pour appeler à l'organisation des élections législatives et qu'est-ce qui bloquait l'organisation de ces élections. C'est parce que quelque part il y a une volonté manifeste qui ne veut pas être traduite dans les faits, dans les pensée du président Condé, l'opposition l'accusant de vouloir changer les choses pour briller en troisième mandat. Et donc lui aussi, demeurant dans un silence complice qui n'arrange pas les choses, force véritablement les Guinéens à sortir tous les jours dans les rues. L'opposition réclame les meilleures conditions d'organisation de ces élections. Est-ce que ces conditions d'organisation de ces élections sont aujourd'hui fixées pour que les Guinéens puissent aller aux élections? Les Guinéens veulent aller aux élections législatives, présidentielles, quel que soit le type d'élection, ils veulent y aller, mais ils demandent que des conditions beaucoup plus crédibles puissent accompagner le processus électoral pour que les résultats qui sortiront des urnes puissent être ceux qui ont été le choix de l'ensemble du peuple guinéen. En même temps, Jean-Paul, je le rappelais, les législatives étaient initialement prévues pour le 16 février et il n'y avait pas d'idée de couplage des deux élections. Là, on coupe législative et référendum. Ça vise quoi exactement? Bon, je ne suis pas dans la tête de Alpha Condé, mais je pense que l'analyse que j'en fais en tout cas, c'est quelque part d'obliger les Guinéens, en tout cas ses opposants, à participer à ce référendum dont ils ne veulent pas. J'imagine que si Alpha Condé organisait un référendum en dehors, par exemple, des législatives, il y aurait forcément un important taux d'abstention parce que justement l'opposition a décidé de boycotter les législatives. Oui, mais pas toute l'opposition, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y aura forcément, là on l'a vu ici, une bonne partie de l'opposition avait boycotté les législatives, certains y sont allés. Donc le pari c'est peut-être d'obliger une partie de cette opposition à participer à cette élection, mais
c'est un jeu d'échecs. Je ne sais pas jusqu'où ça pourra aller, mais visiblement, Alpha Condé a choisi de passer par la force et par tout moyen. Ma crainte, c'est que, connaissant un peu la Guinée, comment la rue peut être assez violente, je crains qu'on n'a pas fini d'assister à des scènes qui sont celles qu'on a vues sur les médias ces dernières semaines, ces derniers mois dans ce pays. De toute façon, dans ce contexte, Firmin, le passage en force, si on peut le dire comme ça, est réussi pour Condé? Oui, cela est en train d'être réussi pour Condé. Vous imaginez 40 ans d'opposition, 10 ans de pouvoir, c'est largement suffisant pour lui, comme vous imaginez. Donc il veut peut-être faire encore 10 ans, donc 40 ans d'opposition, 20 ans de pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui peut lui aller très bien. C'est comme ça, à mon sens, qu'il réfléchit. Sinon, vous voyez un peu tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est que l'homme ne veut pas partir. Les élections devraient se tenir le 28 décembre 2019, ça n'a pas eu lieu. 16 février, ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, il veut modifier la constitution, il veut contraindre les Guinéens à aller aux urnes. Donc, moi, la première petite analyse que j'en fais, c'est quoi? C'est qu'il est en train de guetter un moment de popularité parce qu'il sait que le 16 février, il n'était pas populaire. Entre lui et une partie du peuple, il y avait où le désamour était profond. Donc, il se dit peut-être jusqu'au 1er mars, les choses vont se calmer un peu, au moins ça peut lui aller. Et le fait de coupler tout ça là, il se dit, il peut organiser ces élections à sa manière, donner les résultats qu'il veut. L'essentiel, c'est qu'il organise les élections, c'est qu'il organise le référendum et que tout passe. Et puis, c'est quelqu'un, quand on parle des législatives, il veut avoir ses députés à l'Assemblée nationale pour ne pas avoir une assemblée beaucoup fragile, pour lui permettre d'organiser la présidentielle à venir. Donc c'est quelqu'un qui est maintenant en train de vouloir rasseoir son règne pour les 5 prochaines années ou pour les 10 prochaines années. Mais ce que je trouve dangereux dans ce qu'il a fait, parce qu'il a déjà 80 ans. 81 ans. Il a déjà 81 ans et quand on voit les jeunes présidents qui ont 50 ans, les Tshisekedi, les 56 ans et autres, quand on voit ces chefs d'État là et par rapport ou comparativement à Alpha Condé, je me dis que l'Afrique est en danger. Peut-être il va dire qu'il y a les Béni, Sanders, peut-être qu'ils nous ont mis des présidents qui veulent postuler, qui veulent devenir président aux États-Unis. Donc ce n'est pas une question d'âge, mais ce qu'il est en train de faire, son expérience peut inspirer un bon nombre de jeunes chefs d'État qui vont vouloir à l'avenir aussi modifier la constitution comme ils veulent. Mais au Togo, nous avons un très bon exemple, c'est que au moment où des gens veulent sauter le verrou, nous avons cherché à remplacer le verrou. Alors, au niveau de la Guinée, il y en a qui disent également qu'on est véritablement passé à côté du vrai débat. Le vrai débat aurait dû être de voir les propositions que fait Alpha Condé dans la Constitution et de savoir qu'il y a opportunité de modification de la Constitution, discuter maintenant du fond de ce qu'il propose. Mais on est resté juste figé sur la forme, il veut faire un 3e mandat et on a laissé le fond. Je pense qu'il est en train de finir son 2e mandat, oui. Donc il avait largement le temps, s'il avait des propositions concrètes à faire, il avait eu largement le temps. Depuis depuis son arrivée au pouvoir avec son 1er mandat, il aurait pu introduire cette requête-là. Mais ça aurait été la même chose. S'il l'avait fait dans le 1er mandat, il serait en droit de demander un 3e. Donc il le compteur à 0. Parce que ce n'est pas à quelques mois de son départ, de la fin de son 2e mandat, qu'il va faire des propositions. Vous savez, aujourd'hui, l'ensemble du peuple guinéen est favorable à la modification de la Constitution actuelle. Parce que celle qui est là aujourd'hui ne répond pas aux attentes des Guinéens. Elle a été faite dans des conditions que tout le monde connaît. Et donc, il y a une nécessité de modifier cette Constitution pour l'adapter aux réalités actuelles en Guinée. Et donc, il y a une ferveur favorable de l'ensemble des Guinéens autour de ce projet-là. Mais le problème aujourd'hui, ici, c'est que les Guinéens n'ont pas confiance en leur président parce que dès la prise dès les premiers jours de son arrivée au pouvoir, il n'a pas eu le temps. Il a joué sur le temps, il a joué sur la patience des Guinéens, il a laissé les choses traîner, il a préféré introduire cette requête un peu vers la fin de son 2e mandat. Et cette requête qu'il introduit a très tôt fait comprendre aux Guinéens que le président Alpha Condé voudrait modifier la Constitution
en sa faveur, pas en faveur du peuple guinéen, mais en sa faveur pour aller à un troisième mandat. Troisième mandat que rejettent les Guinéens et surtout l'opposition guinéenne. Donc aujourd'hui que le président Alpha Condé a choisi de rester dans son mutisme face à cette question cruciale, ça alimente les débats. Et ça bloque le pays, ça met l'opposition dans une position radicale face à cette proposition de modification de la Constitution. Si il n'avait pas envie de faire un troisième mandat, si la proposition de modification de la Constitution allait dans l'intérêt du peuple guinéen, je pense que le président avait eu largement le temps pour dire aux Guinéens, je modifie la Constitution, mais je ne me représente pas. Et ça pourrait calmer les choses. Voilà, je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, si tout cela se passe aujourd'hui, c'est parce que les Guinéens ont eu à traverser des moments très difficiles. Avec la dictature de Sékou Touré, de Lansana Conté, de Lansana Conté, juste après son décès, il y a un Dadis Camara qui est arrivé et qui disait en réalité, lui, il ne va pas s'éterniser au pouvoir, il ne va même pas se présenter. Quelques jours après, il se dit, bon, le peuple voudrait que lui se représente et que son conseiller, c'est son fils qui venait d'avoir le bac. Il avait tout démêlé avec les Occidentaux, les ambassadeurs occidentaux, et ça a été très difficile. Après, on lui a tiré dessus, il s'est retrouvé au Maroc, après au Burkina Faso. Des périodes très difficiles pour le peuple burkinabé, et Alpha Condé qui apparaît en messie. Les gens se sont dit, mais au moins avec lui, on peut vivre la démocratie, on peut sortir de la démocratie, on peut sortir de la dictature pour vivre la démocratie, et peut nous aider à mettre en place des institutions fortes pour engager véritablement la Guinée sur le plan de la démocratie. Et aujourd'hui, il a fait 10 ans, et après, il est en train de faire des choses qui détruisent fondamentalement ce que lui-même, il a réussi à construire. Donc c'est normal en réalité aujourd'hui que les Guinéens se comportent de la sorte. Jean-Paul, débat faussé, le fond n'est pas abordé, hein, alors que de toute façon... Non, le fond ne peut pas être abordé, je crois que les confrères l'ont dit. Mais est-ce que le référendum aura lieu effectivement, le contenu, moi je ne l'ai pas lu, hein, le contenu de la Constitution telle que proposée par Alpha Condé, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux, et puis j'ai écouté des débats entre Guinéens sur les médias. Et effectivement, je crois que tout le monde s'accorde d'abord sur la nécessité de réformer la Constitution guinéenne, et puis beaucoup aussi s'accordent sur la pertinence des propositions qui sont faites. Je ne pense pas que ce qui est contesté, c'est le contenu ou la pertinence du contenu. Je crois que beaucoup, en tout cas, il y a une majorité qui s'accorde là-dessus. Et apparemment, il y a des dispositions qui font vraiment faire avancer la Guinée. Simplement, tout le monde considère que c'est une réforme opportune. Pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt, il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans? Pourquoi à quelques mois d'une élection, il se décide à faire une réforme qui lui permettrait de se représenter? Et puis surtout, pourquoi il ne dit pas qu'il va faire la réforme, mais il s'engage à ne pas se représenter, à ne pas justement profiter de cette réforme pour faire un troisième mandat? S'il s'engageait à ça, je crois que le débat serait aujourd'hui sur le contenu et non plus sur la question de son troisième mandat. Donc du coup, effectivement, le contenu est évacué. Et on tourne autour du troisième mandat. Est-ce que ça n'aurait pas été la même chose s'il l'avait fait en 2016, en 2017? Oui, mais ça aurait été combattu. Il ne voit rien à modifier la Constitution en 2016. Mais c'est lui qui dit aujourd'hui, j'ai la possibilité. Oui. S'il l'avait fait en 2016, on lui aurait fait un procès d'intention, mais pas avec autant de contestation qu'aujourd'hui, parce qu'on est là, on est à quelques mois là. C'est trop gros pour ne pas être contesté. Et donc, effectivement, ce n'est pas le bon moment où il fait la Constitution, il part, et où, il fait ses propositions, il part, ou alors il laisse les propositions telles quelles, et le prochain président prendra ses propositions en charge pour être adoptées par référendum ou par la prochaine Assemblée. Donc c'est le moment qui fausse tout. Le moment n'est pas bon. En tout cas pour bon nombre de Guinéens qui estiment que il ne faut pas que leur président fasse un troisième mandat. Juste un petit mot, il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à Alpha Condé. Vous imaginez, avec Faure Gnassingbé, il est très ami, alors que Faure Gnassingbé a encore 10 ans devant lui. 10 ans. Faure Gnassingbé, 5 ans et 5 ans. 5 ans, il peut aller en 2025 et se positionner encore. Après, il a encore la possibilité aujourd'hui. La Constitution lui donne la possibilité. Juridique, oui, la possibilité. Donc, Faure Gnassingbé a encore probablement 10 ans. C'est la formulation.
Donc Alpha Condé qui est très ami à Fonia Singbe, et puis il voit Fonia Singbe qui a probablement 10 ans, c'est ça? Ça peut aller maintenant? Probablement 10 ans. Non, dans la Constitution. Selon la Constitution, La 10 ans. possibilité de se présenter encore 2 fois. Alors, oui, il y a encore la possibilité de se présenter encore 2 fois. Alors que lui, il est dans toutes les difficultés pas possibles. Alors, il est ami également à Alassane Ouattara, que lui, qui aussi a, selon la Constitution, la possibilité de se présenter encore 2 fois. Quand il voit tout ça, là, il se dit, mais c'est lui seul qui se retrouve dans le pétrin. Il faut qu'il fasse du forcing pour se retrouver dans le même bain que ses amis. C'est un faux calcul. Nous allons évoquer aussi la République démocratique du Congo rapidement. Un opposant proche de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018 en RDC, est détenu depuis 6 jours, accusé d'outrage au président Félix Tshisekedi. Luc Malembe, c'est son nom, porte-parole de la coalition Lamuka. Lamuka, c'est cette coalition qui avait soutenu Martin Fayulu dans la province de l'Ituri, est en détention depuis le mercredi 29 janvier. Il est accusé d'outrage au chef de l'État pour avoir déclaré à la presse le 24 janvier 2020 que le pays venait d'enregistrer une année de gâchis alors que le peuple attendait une vraie alternance. C'est ça l'outrage, Jean-Paul? Non, ça me fait sourire. Et malheureusement pour la famille de ce pauvre homme politique congolais. Ça me fait sourire parce que, par exemple, si on conteste le fait qu'on dise que le Togo est une démocratie en construction, et beaucoup ont célébré l'alternance qu'il y a eu au Congo. Est-ce que vous imaginez au Togo, pour de tels propos, quelqu'un puisse... On entend pire que ça. Et c'est pas de temps en temps. C'est tous les jours. Sur ce plateau ou ailleurs. Mais je ne sais pas s'il est venu à l'idée de quelqu'un du pouvoir de considérer que ces propos caractérisent l'outrage au chef de l'État et pour que cela puisse entraîner carrément un emprisonnement. Non, c'est simplement pour dire que, encore une fois, la démocratie n'est jamais une situation statique. Elle est faite d'avancées et de recul. Là, par exemple, c'est un recul pour la République démocratique du Congo. Pour ce président dont le père incarnait justement cette soif de changement, celui qui allait venir bouleverser toute la vie politique congolaise et révolutionner même la vie politique en accordant plus de liberté, en accordant plus d'ouverture. Et voilà le fils qui vient, quelques mois simplement, et qui met en prison quelqu'un qui le critique. Et ce genre de fait n'arrive pas simplement en République démocratique du Congo, même au Sénégal. En Côte d'Ivoire, il y a des propos que les chefs d'État, en tout cas les autorités publiques, ne laissent pas passer. Au Bénin même. Au Bénin, oui, au Bénin. Et on a un confrère qui est en détention. Donc, c'est des situations qui interrogent sur ce que nous entendons par démocratie, d'abord, et puis surtout sur le fait que les élections ne suffisent pas à elles seules pour caractériser une démocratie. Et que l'alternance aussi ne suffit pas à elle seule. L'alternance est importante, nécessaire même pour la vie politique, mais elle ne suffit pas à elle seule pour caractériser une démocratie. En Allemagne, quelqu'un l'a évoqué hier lors de notre rencontre, en Allemagne, Hitler est venu grâce à une alternance, mais on a vu après ce que ça a donné. Donc, faisons attention à ce que nous faisons et, j'allais dire, apprécions les moments quand ces moments sont des moments de progrès dans le long processus qui est celui de la démocratie. David, Jean-Paul le rappelait, quand on vit dans des pays comme le Togo, où on entend ce genre de propos très régulièrement sur les médias sans qu'il ne passe à l'esprit de qui que ce soit d'aller arrêter quelqu'un, et qu'on voit un président être élu dans une ferveur populaire qui, un an après, arrête quelqu'un parce qu'on a trouvé que son année était un gâchis. Lui, il vient d'arriver. Un gâchis, c'est... Il vient d'arriver, Tshisekedi. Chez nous, le chef de l'État, il fait 15 ans, donc il est habitué à ces coups. Il n'a jamais fait ça depuis 2005. Il enquête tous les jours. Il a choisi de ne pas réagir. C'est son choix. Donc, voilà. Lui, Tshisekedi, il veut pas laisser faire. Il faut que
l'opposition congolaise comprenne qu'il incarne une autorité. Il faut respecter cette autorité. L'opposant parlait d'un an de gâchis, alors qu'en face, lui, il ne voit pas ça comme ça. Il s'est investi. On a vu comment ça s'est passé. Aujourd'hui, Tshisekedi est dans une posture qui ne lui permet pas d'appliquer son programme. Son programme de campagne, il a une assemblée qui est minoritaire, il n'a aucun pouvoir à part celui du chef d'État qui l'incarne, c'est tout. Et au moins ça, celui d'emprisonner ses opposants. Il faut le lui respecter. Il ne veut admettre que des gens qui l'encensent. Ben, non, pas l'encenser, mais aujourd'hui, il y a quand même des résultats en RDC. Ce n'est pas aussi négatif. L'opposant, il est dans son rôle d'opposant. Il ne peut jamais voir les choses sous le même angle que Tshisekedi ou ses partisans. Il est dans son rôle de s'opposer, c'est tout à fait normal, mais il s'est adressé à la mauvaise personne au mauvais moment. Et donc, pour lui faire comprendre qu'on ne pille pas l'investissement qui est fait pendant une année ou qu'il a fait, bah on le met en prison pour qu'il aille réfléchir. À sa sortie de prison, il comprendra qu'il va changer. C'est vrai, vous imaginez ça, Tshisekedi. Oh, Tshisekedi, vous imaginez, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à Bruxelles, dans les boîtes de nuit. Donc, vous imaginez, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé. Donc, c'est quelqu'un, vous imaginez, quand vous avez de l'argent, vous avez un père qui a un peu d'argent, vous avez de l'argent, et vous sortez beaucoup d'argent, vous n'êtes pas habitué aux critiques, et du jour au lendemain, on vous met sur un piédestal, vous êtes le président d'un aussi grand pays, et des gens, des individus, c'est même pas le Martin Fayoulou, un de ses proches, vous imaginez, qui se permet de vous critiquer et de remettre à plat tout ce que vous avez fait pendant un an. Je pense qu'il n'arrive pas à gérer. Tu sais qu'il y a un problème, David l'a soulevé, c'est que je ne dirais pas qu'il est complexé, mais psychologiquement, il me semble qu'il commence pas à avoir des problèmes. Vous imaginez, à l'Assemblée, ça ne va pas. Donc, et entre lui et Kabila, ce n'est plus trop ça. Donc, et il se dit, il n'a plus d'autorité au fait. Il n'a plus d'autorité. Il est chef d'État, c'est comme il ne dirige pas. Il n'a rien au fait. Il se dit, mais il va faire comment pour s'en sortir? Alors qu'il a fait des promesses aux Congolais. Comment va-t-il s'en sortir? Et en face, quelqu'un qui se permet de l'insulter. Et on dit, mais appliquez-lui l'outrage au chef d'État. Ça, c'est un musulman de la liberté d'expression. Voilà, lui ne voit pas ça comme ça, en fait. Voilà, c'est pour dire en réalité que c'est toujours pour mon fameux discours, les peuples se trompent. Les peuples se trompent. Vous imaginez, c'est ce qui dit qu'on est censé ici, et puis les gens disent, mais il faut appliquer la formule congolaise au Togo, ainsi de suite. Donc si on avait appliqué au Togo, c'est ce qui allait se passer. Ceux-là qui le disaient, ceux-là qui réclamaient cette formule, donc c'est ce qui allait se passer. Juste dire, moi je ne suis pas contre la tenance, mais la tenance, il faut l'admettre. Le savoir n'est pas une fin en soi. Tshisekedi est en train de nous le démontrer. La tenance n'est pas une fin en soi. Vous imaginez, il fait un an, il emprisonne un opposant. Mais quand il va faire 2 ans, combien de journalistes, combien d'opposants? Quand il va faire 3 ans, quand il va faire 4 ans, je pense que les Congolais ont de très mauvais jours devant enfermer toute la... Mais regardez, moi j'aurais aimé avoir Jean Kissi ici, parce que quand Jean-Paul Agbois a cité un certain nombre de pays, Sénégal, on emprisonne les opposants, on emprisonne les journalistes. Bénin, on emprisonne les opposants, ou on fait fuir même les opposants, on emprisonne les journalistes. Ou encore, Côte d'Ivoire, on emprisonne les opposants. Il y a des gens qui fuient, il y a un opposant même à qui on a interdit d'atterrir au risque de se faire arrêter. Mais quand vous voyez ces pays-là, la démocratie à leur niveau, c'est en construction ou c'est en déconstruction? C'est la question qu'il faut se poser. Et au Togo, quand vous prenez ces paramètres, ces critères-là, mais je peux dire juste que comparativement à ces pays, le Togo est en train de faire des avancées parce que jusqu'à présent, juste depuis 15 ans, on n'a pas encore vu d'opposant pour son opinion politique être enfermé. Il y en a qui sont partis en exil. De 2005 à aujourd'hui. En tout cas, moi, on n'a pas encore vu. Moi, j'ai pas encore vu. Moi, j'ai pas encore vu. Il y a à craindre une dérive autoritaire de Tshisekedi. Ah oui, c'est pour ça que je partage pas ce que David a dit. D'abord, moi, je considère pas que c'est une insulte. Quand on dit que c'est un gâchis, c'est une analyse pour moi. C'est pas encore une insulte. D'autant plus que c'est un homme politique. Et lui-même, il l'a reconnu. L'opposant est là pour critiquer le pouvoir. Sinon, il n'est pas opposant. Il est là pour critiquer le pouvoir. Des fois, c'est de mauvaise foi, mais c'est son job.
Parce que s'il commence à dire tout va bien, tout est bon, il n'est plus opposant. Donc, les opposants dans tous les pays du monde disent la même chose. Rien ne va. Tout est noir, on va faire mieux si on arrive. Donc, c'est leur job de dire ça. Après, quand ils vont arriver, d'autres diront aussi la même chose sur eux. Ce que vous faites ne vaut rien. Donc, c'est ça. C'est un gâchis. C'est pas le premier président à qui on adresse ces critiques en disant que depuis que vous êtes là, rien ne va, que c'est du gâchis. Donc, s'il ne supporte pas qu'on lui dise que c'est du gâchis, je crains fort que d'ici 5 ans, beaucoup d'opposants et de journalistes se retrouvent en prison chez lui. La pause et on revient dans une dizaine de minutes.